Mesdames, Messieurs, les biens communs, regards croisés et perspectives. Comment aurait-il été possible d'imaginer une telle rencontre scientifique que celle qui s'achève autour des biens communs, sous l'égide de l'IERDJ, personne n'a écorché l'acronyme jusqu'à présent, et sous l'égide de la Cour administrative d'appel de Marseille, sans lui conférer un caractère transdisciplinaire, sinon pluridisciplinaire. Le sujet, chacun des intervenants l'a démontré, est foisonnant. Historiquement mis en lumière par un biologiste, porté ensuite par l'économie politique, source d'une puissante idéologie politique, le thème exigeait bien cette dimension transversale, même ramenée à la sphère juridique. Pluridisciplinaire, hétérogène, les regards portés tout au long de la journée sur les biens communs se sont croisés et se sont souvent trouvés. Fréquemment, ces regards ont dû prendre du champ par rapport à l'état du droit existant. Cette ère encore passablement en friche et décevante, et néanmoins non inculte. Tous, en tout cas, et c'est heureux, ce sont des parties de cet œil tragique que ne manque pas de jeter sur les communs une certaine école de pensée, pour adopter une vision à la fois lucide, souvent critique, forte d'une certaine espérance, ferme dans la persévérance. Il nous faut donc en dresser un bilan avec l'humilité du praticien qui n'entend absolument rien au carburateur, un bilan d'étape certainement dans ce long processus de formation d'une notion juridique nouvelle, déjà largement entamé par les importants travaux de nos intervenants avant ce colloque et qui se poursuivra. Un bilan qui a le mérite, je le crois, de livrer de précieuses considérations sur l'objet juridique des biens communs à deux égards. D'abord, en suggérant ce que le droit pourrait et devrait nous dire des biens communs. Ensuite, en renseignant sur ce que les biens communs nous disent un peu de notre droit. Ce que le droit pourrait et devrait nous dire des biens communs, nos intervenants ont entrepris de le démontrer en évoquant tour à tour trois questions dans l'ordre décroissant de difficulté. Au point de vue, tout d'abord, strictement juridique, que sont les biens communs? Quel régime, ensuite, juridique leur réserver? Et enfin, comment leur prêter une effectivité juridique certaine? Alors, juridiquement, que sont les biens communs? Cette matinée a permis aux tenants d'un positivisme juridique dur, comme à ceux plus ouverts, aux considérations prospectives, d'y voir un peu plus clair à la notion de bien commun, malgré l'existence d'angles morts bien pointés par Vincent Negri. Puisque des emprunts ont été faits aujourd'hui à la grammaire de Léon Duguy, je ne peux pas m'empêcher de reprendre l'une de ses formules très terre-à-terre. Si Duguy n'a jamais déjeuné avec une personne morale, tout le monde le sait, le juge, lui, a rarement à écrire dans son jugement ou dans son arrêt qu'il fallait protéger un bien commun. Et pourtant, nous disent nos intervenants, ces biens communs existent juridiquement. Un constat unanime se dégage de toutes les contributions. L'approche purement positiviste concentrée sur l'étude des règles de droit existantes laisse encore l'observateur, en droit français, passablement sur sa faim. Pour avoir directement une preuve d'existence des biens communs dans le corpus juridique, il faut remonter aux racines romaines du droit français, scindées, en ce qui concerne les choses, entre les choses sans maître et les choses communes, et trouver leur traduction, aujourd'hui encore, dans le Code civil. Je ne peux pas m'empêcher de citer la formulation poétique de la seconde catégorie des choses communes à l'article 714 du Code civil. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, des lois de police règlent la manière d'en jouir. L'eau a été maintes fois citée aujourd'hui comme le parangon de la chose commune lorsque du moins elle court et n'est ni flottable ni navigable. Avec cette conséquence, suivant les mots de Maurice Oriou, dans sa note sur l'arrêt Pagès, cité tout à l'heure par Samuel de Liancourt, que s'en sont trouvés augmenter les droits de l'administration, dont la police est toujours plus forte sur les choses communes que sur les propriétés privées. Le Code civil
n'explicite pas cette partie du statut de l'eau, mais se borne à en déduire l'un des effets, qui est d'ouvrir aux riverains d'un cours d'eau non domanial un droit d'usage. En revanche, les textes de droit positif sont nombreux pour proclamer des notions distinctes des biens communs, qui en assurent néanmoins une bonne compréhension par effet de voisinage ou de cousinage. En somme, les biens communs existent juridiquement de manière indirecte. Parmi ces notions voisines, le patrimoine commun paraît bénéficier des faveurs du législateur français à la suite, non sans peine, du droit international public dont Vincent Negri nous a démontré à l'échelle de l'humanité que cette notion a prospéré parallèlement aux biens publics mondiaux. Les codes français font de la nation le titulaire de nombreux patrimoines communs. Le territoire français, c'est le code de l'urbanisme, le milieu marin, le code de l'environnement lui-même, l'eau, sans distinction, et patrimoine des patrimoines, l'article L110-1 du même code, je cite cette liste, les espaces, ressources, milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité. Ce sont même des pans entiers de notre droit qui ont été édifiés autour de l'idée de protéger les biens communs. Le droit de la domanialité à l'origine, dont nous a entretenu Samuel de Liancourt, en serait un exemple. Le droit de l'archéologie en serait l'insigne exemple, nous l'a montré Catherine Gosselin. Malgré ce paysage déjà encombré, il manquerait encore un inventaire légal des biens communs, les sols, ainsi que l'a pointé Nathalie Chaudon, dont un écho des préoccupations peut être trouvé dans les travaux d'économistes, travaux contemporains d'économistes et de philosophes, qui désignent les sols pollués comme les communs négatifs. Heureusement, outre la définition clé en main qui nous a été donnée par Judith Rochefeld, que l'on peut qualifier de tout à fait acceptable, selon les termes même de Laetitia Tranchant, des critères de reconnaissance et d'identification des biens nous ont été proposés, qui visent à faire de ces communs une voie de sortie de la propriété exclusive et un lieu d'accès et d'usage partagé de ressources essentielles. En écoutant nos différents contributeurs, les biens communs doivent d'abord concourir à la réalisation d'activités essentielles pour le développement, l'intégration, la sécurité des sociétés. Ensuite, leur existence doit garantir l'accès de tous à des services essentiels. Et enfin, se traduire par la préservation des ressources agricoles, écosystèmes, la biodiversité ou le patrimoine culturel. Par conséquent, la tâche qui consiste à identifier des ressources à gérer et la communauté qui prend en charge cette mission est titanesque. Pour l'accomplir, Judith Rochefeld et Marie Cornu ont défendu, à la suite de leurs importants travaux de recherche, la confection et l'utilisation d'une échelle de communalité. Duguy est toujours parmi nous. La communalité se définissant à partir de deux critères. Le premier critère, l'affectation à un intérêt déterminé, commun socialement et juridiquement reconnu, au bénéfice d'une communauté plus ou moins large. Et second critère, une inclusivité, c'est-à-dire l'impossibilité d'exclure les autres, dont nous a entretenu Noé Wagner. Il s'agit là sans aucun doute de critères fortement opératoires qui amènent à déconstruire et à reconstruire le droit autour des biens communs. L'une des vertus de cet outil de lecture, et Judith Rochefeld et Marie Cornu le revendiquent même, qu'il ne fait pas table rase des notions et instruments juridiques existants. Il est question en quelque sorte de les réaffecter. Le pied de l'échelle logeant au stade du patrimoine commun, qui laisse une place à la propriété, et son sommet coïncidant avec la notion de chose commune, exclusive de toute propriété. S'il n'est donc pas envisageable, encore, de dresser une liste exhaustive des biens communs, dont le droit à la charge, il est possible, du point de vue de la science juridique elle-même, de cerner les biens communs et de se demander si nous ne sommes pas en présence d'une nouvelle catégorie, non pas une notion, mais une catégorie juridique nouvelle, qui surplombe le droit public et le droit privé, qui a vocation à les irriguer aussi bien qu'à les structurer. C'est-à-dire une catégorie dont l'objet est de permettre l'opération de qualification juridique de fait
et à fournir une classification. Ce qualificatif qui est cher à Marie Cornu fait étrangement écho à l'émergence en France dans les années 90 de la notion de droit fondamental, qui n'a plus quitté notre système juridique depuis. Et certains d'ailleurs essaient de hiérarchiser les droits fondamentaux en évoquant une échelle de fondamentalité. Ce qui est certain, c'est que demeure en devenir le ou les régimes juridiques des biens communs. Là encore, un constat partagé par tous les intervenants pointe les virtualités des instruments juridiques actuels pour mieux formuler des propositions de techniques juridiques nouvelles. Du côté du droit privé, au point de vue de l'impératif de protection des ressources naturelles, des critiques classiques sont adressées au concept de chose sans maître et de chose commune. Personne n'est fondé à se plaindre de la dégradation d'une chose sans maître, dont le statut l'expose à toutes les atteintes, tandis que le régime de liberté qui est associé au statut des choses communes légitime les atteintes portées à l'environnement. Car une ressource à laquelle tout le monde a accès est une ressource dont personne n'a intérêt, a priori, à assurer l'entretien. Et Sébastien Mabille a convoqué Aristote pour nous en convaincre. La propriété privée, par le lien d'exclusivité qui unit le lien à son propriétaire, et le pouvoir souverain de celui-ci, fait par nature en droit français échec à toute idée de communalité. Il existe certes le pouvoir de police administrative générale, les pouvoirs de police spéciale qui permettent de prévenir ou de faire cesser des atteintes à certaines ressources ou à certains intérêts, mais leur mise en œuvre intéresse avant tout et hors les parcs naturels nationaux, dont le parc naturel national des Calanques, dont nous a entretenu Gaël Berthaud, le propriétaire privé et l'autorité compétente. Quant à elle, l'institution de servitude d'utilité publique exige une loi d'habilitation et un acte administratif subséquent. Pour sa part, la propriété publique, très influencée, comme l'a montré Samuel Delancourt, par les thèses propriétaristes, se prête mal à l'idée que d'autres personnes que le propriétaire public puissent s'imposer comme les défenseurs du bien commun. Mais dans le respect de la propriété privée, comme de la propriété publique, des outils se sont multipliés pour constituer un régime, un début de régime des biens communs. Du côté de la propriété privée, grâce à l'ingénierie contractuelle par l'insertion de clauses environnementales dans les baux ruraux, les baux à ferme ou les baux à métayage, et grâce à la consécration par le législateur des obligations réelles environnementales, autrement dit des servitudes contractuelles de protection de l'environnement. Ce sont d'ailleurs ces deux procédés, soit dit en passant, qui ont été pensés par la loi à l'appellation barbare 3DS du 21 février 2022 comme des gages de la préservation des surfaces agricoles comprises dans une aire d'alimentation de forage, en cas d'exercice du droit de préemption institué par le Code de l'urbanisme. Gilles Martin a plaidé pour l'institution d'une obligation réelle d'intérêt commun dont le champ déborderait la stricte protection de l'environnement. Il s'agirait d'une stimulante proposition de confortement de la fonction sociale de la propriété. Du côté de la propriété publique, Samuel Delancourt nous a montré qu'il n'y avait pas d'outils nouveaux, majeurs, mais que la théorie de la garde, dont Duguy était le porte-drapeau, permettait non seulement de découpler le domaine public de la propriété publique, mais encore de penser le gardien du domaine comme le garant de son affectation à l'usage direct du public ou à un service public, pourvu qu'en ce cas, vous le savez, il fasse l'objet d'un aménagement indispensable. Un régime commun, minimal, des biens communs, s'est fait jour au fil de ces deux demi-journées et des discussions qui se sont nouées, avec pour point d'appui l'idée, portée par Marie Cornu, d'instances de communalité destinées à assurer une gouvernance des biens communs. Ces instances seraient vouées à la représentation et à l'expression de l'objet de la communalité et de la communauté qui y est associée. On retrouve là les prérogatives qui sont reconnues au public en matière environnementale. Droit à la communication, à l'information, à la participation, et puis principe de non-régression. C'est à une troisième et dernière grande question que les interventions ont cherché à répondre, comme elle est la suivante: comment prêter au bien commun une réelle effectivité juridique? L'entreprise n'est pas mince,
mais semble devoir passer par la justiciabilité des biens communs, c'est-à-dire leur capacité d'existence dans un procès. Celle-ci présuppose l'existence de textes à densité normative suffisante pour l'édiction de principes fondamentaux, qui ne soient pas dotés d'une simple valeur incantatoire, proclamatoire. Il y va de la place prééminente des communs dans la hiérarchie des valeurs défendues par la société et de la hiérarchie des normes censées lui correspondre. Jusqu'ici, devant les juridictions françaises, les articles préliminaires des codes proclamant l'existence de différents patrimoines communs de la nation ne se sont pas vus reconnaître une densité normative suffisante pour être utilement invoqués. Mais la décision du Conseil constitutionnel, rendue sur question prioritaire de constitutionnalité du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, est à surveiller de près. À partir du préambule de la Charte de l'environnement, le juge constitutionnel a dégagé cet objectif à valeur constitutionnelle, pour l'instant simple objectif, de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. Objectif de nature à justifier la limitation apportée à la liberté d'entreprendre, dans le cas jugé à l'occasion de cette question. Sur un plan plus procédural, la justiciabilité des communs paraît devoir fortement être assurée au travers des actions en responsabilité civile, en responsabilité pénale, liées aux atteintes à l'environnement, ainsi que l'ont exposé Mathilde Bloch et Michel Sastre. Grâce encore à la procédure d'exécution, notamment devant la juridiction administrative, comme nous l'a montré Fabien Reynaud, assortie de manière novatrice, d'un calendrier d'exécution. S'agissant du patrimoine archéologique, notamment sa partie immergée, le plus ancien des services à compétence nationale, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, il faudra que je fasse des recherches quant à la distinction entre subaquatique et sous-marine, veille en amont à sa protection, mais contribue en aval à nourrir l'effectivité des procédures correspondantes, nous a démontré Frédéric Leroy. Mais l'idée que l'impératif de protection d'un bien commun justifie un élargissement de l'accès aux juges à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un droit réel complet sur ce point a fait son chemin. C'est elle qui fonde le préjudice écologique et l'idée d'un préjudice archéologique, c'est elle qui motive les souhaits d'élargissement de l'intérêt à agir devant le juge administratif. Et là plane le spectre de l'action populaire que la jurisprudence administrative conjure et continue de conjurer au nom d'un libéralisme raisonné, nous a indiqué Fabien Reynaud. Pour qu'un citoyen puisse saisir, par exemple, et c'est l'exemple choisi par Sébastien Mabille, pour qu'un citoyen puisse saisir le juge du référé liberté en invoquant le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement, il doit justifier au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y ait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Et on sait que la simple qualité de citoyen ou de contribuable de l'État s'avère presque par principe insuffisante. Une porte s'est peut-être ouverte avec la célèbre décision commune de Grande-Synthe du 19 novembre 2020, rappelée et tout de même présentée par Fabien Reynaud, qui a admis l'intérêt à agir d'une commune compte tenu des risques que fait peser le réchauffement climatique sur son territoire. Alors, il ne s'agit pas de revenir de la sorte sur une jurisprudence qui ne met pas qu'une commune puisse agir pour voir indemniser les préjudices subis par ses habitants, jurisprudence constante, ni sur la règle plus générale et structurante du contentieux administratif, qui veut qu'une personne morale n'ait pas qualité pour demander à être indemnisée des préjudices subis par les personnes physiques qui la constituent ou qui en font partie. La question qu'ont suggérée Judith Rochefeld et Noé Wagner n'en reste pas moins pendante. Si une commune peut agir pour la conjuration des risques pesant sur son territoire, pourquoi n'en serait-il pas ainsi au bénéfice de l'un de ses habitants, l'un des membres de la communauté ainsi identifiée? À l'échelle de communalité devrait, selon ces intervenants, correspondre une manière d'action diffuse,
Mais ce qui est également ressorti des échanges de cette journée autour des biens communs, c'est ce qu'ils nous disent eux-mêmes de notre droit. Et mon propos sera plus court. Vous connaissez la raison. Un cocktail nous attend. Chacun des intervenants me semble avoir exprimé les préoccupations fortes que nourrissent les biens communs concernant l'une des fonctions contemporaines assignées à notre droit. Chacun a rendu compte des attentes que le droit suscite quant à cette fonction, c'est la fonction de protection. La fonction protectrice du droit est apparue au cours de ces 2 demi-journées clairement mise au défi par les biens communs, mais les effets des biens communs se font également sentir sur une des caractéristiques majeures du droit français, la distinction du droit public et du droit privé. Et je vais me risquer à une provocation, les biens privés concourant à une forme de publicisation du droit. La fonction protectrice du droit est challengée par les biens communs. Le droit est le dernier rempart des biens communs, a lancé Nathalie Chaudon. Je me tourne vers l'écran qui ne fait plus du tout apparaître, bien entendu, cette citation. L'idée même des biens communs charrie cette nécessité de protéger durablement ce qui les constitue, vulnérables ou pas, essentiels toujours, et ainsi de les transmettre. L'idée de bien commun interroge le droit sur sa capacité à assumer pleinement cette fonction sociale. Cette journée a livré de nombreuses preuves des ressources du droit français qui puisent dans ces tréfonds des éléments constitutifs capables immédiatement de répondre à certains des défis des communs. Le droit romain, le code civil, mais les théories classiques aussi sont mobilisées pour être mieux revisitées. Mais est-ce suffisant ? La question se pose lorsque l'on s'interroge sur ce qui, au juste, est protégé au travers des biens communs. Pour reprendre le vocabulaire de Judith Rochefeld et de Marie Cornu, qui ont livré tout de même un dictionnaire des biens communs, est-ce seulement l'objet de la communalité qui est protégé, la ressource, ou la communauté à laquelle il se rapporte, sous le rapport de l'appropriation qui accompagne la notion de bien, ou sous celui du simple usage. Les biens communs renvoient dans notre droit à la personnalité juridique. Les biens sont des objets de droit, les titulaires de droit sur ces biens sont des sujets de droit, et le support du patrimoine commun en est un bon exemple. Si la notion de patrimoine commun ne reçoit pas une expression juridique complète, en particulier devant le juge, c'est qu'il n'est rattaché qu'à la nation ou à l'humanité des entités désincarnées, apersonnelles. La théorie du patrimoine d'Aubry-Hérault, qui associe étroitement le patrimoine à la personnalité juridique, diffuse encore tous ses parfums, en droit privé comme en droit public. Une conception plus proche de la théorie allemande du patrimoine, qui met l'accent sur le but particulier auquel il est affecté, participerait davantage de cette fonction protectrice des biens communs. Une conception plus familière, plus proche de celle qui est défendue par François Host dans son ouvrage qui a fait date, La nature hors la loi, qui porte la représentation, et je cite son ouvrage, à la table du droit négocié, des intérêts de la nature et de ceux des générations futures, et qui intègre les biens comme hérités, indivis et irremplaçables. Il ne s'agit alors plus simplement de protéger, mais aussi de sauvegarder les biens constitutifs du patrimoine. La fonction de protection du droit en est encore, en droit français, subordonnée non seulement à une approche anthropocentrée, Sonia Djemi-Wagner nous l'a bien montré, mais encore à l'incarnation de l'élément à protéger, en sujet de droit, en une personne juridique, et au mieux, en une personne morale. C'est ce lien indéfectible entre le patrimoine et la personne juridique qui oppose une résistance à l'émergence d'un préjudice archéologique dont la réparation pourrait être obtenue par des titulaires plus diffus que son seul propriétaire quand il existe, ou à une indemnisation satisfaisante du préjudice écologique. Celui-ci se distingue du préjudice moral subi par une association de protection de l'environnement, certes, mais ce préjudice moral n'est, quant à lui, indemnisable que s'il lui est personnel. Et l'affaire du siècle portée devant le tribunal administratif de Paris a montré combien encore, par la liste énumérative des personnes susceptibles d'obtenir réparation du préjudice écologique, celle-ci est tributaire de la technique de la personnalité juridique.
Les ressources sont loin d'être toutes logées dans les règles de droit français, comme l'a souligné Vincent Negri en prenant exemple des poids normatifs croissants des communautés dont trace a été trouvé par Vincent Negri en droit français à l'article L1 du Code du patrimoine. C'est au final le recours au concept des intérêts juridiquement protégés qui est efficace pour assurer la représentation de ces différents cercles d'intérêts. Et les intérêts juridiquement protégés, c'est une notion très connue des deux branches du droit public comme du droit privé. Mais la montée en charge normative du droit des générations futures, entité pourtant sans personnalité juridique, bouscule plus encore ce pan de l'architecture du droit français. Sonia Jamie-Wagner nous l'a parfaitement démontré, et pourrait fournir de nouvelles briques au droit des biens communs. Et ce, depuis que le juge constitutionnel lui-même a reconnu que les générations futures jouissent du droit de vivre dans un environnement sain, à partir d'une combinaison du préambule de la Charte de l'environnement et de son article 1er. Il n'est pas déraisonnable d'attendre une nouvelle brique de la décision à intervenir du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée par le Conseil d'État le 2 août dernier au sujet de cet article L542-10-1 du Code de l'environnement relatif au centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Question posée au regard précisément de cette norme. Avec le droit des générations futures, c'est un autre défi auquel est confronté notre droit sous l'effet des biens communs. Comment intégrer les normes de préservation de ces biens dans le temps long? Le niveau constitutionnel de ces normes offre une dimension propice à l'appréhension du temps long. Comparé à ce défi immense, l'effet de publicisation du droit produit par les biens communs semble dérisoire en apparence. Il n'est pas négligeable pour autant. En écoutant nos intervenants, on constate que les points d'ancrage actuels de la distinction droit public, droit privé doivent bouger sous la pression des droits communs. Et sous ce rapport, les biens communs rejoignent d'autres notions en voie de formation qui redessinent les frontières de cette distinction. Pensons à la distinction espace public, espace privé. Distinction qui est tributaire finalement, pour reprendre l'exemple du promeneur ou du jogger en montagne, qui est limitée par l'existence d'une clôture. Une simple clôture suffit à faire bouger les lignes de cette distinction entre espace public et espace privé. Et n'oublions pas que depuis le 1er octobre 2007, le Code de l'urbanisme a inversé complètement la donne en la matière. Il y a pour chaque propriétaire le droit de se clore, sans déclaration préalable, à tout moment. Sauf si une commune a décidé par délibération de son conseil municipal d'instaurer le régime de la déclaration préalable, mais dans des cas limitativement énumérés. On ne peut s'empêcher non plus de penser que le droit des biens communs recouvre, pour sa majeure partie, les préoccupations du droit public, et que donner toute sa place au premier serait accroître l'ombre portée sur le second. Alors de quelle manière? De manière évidente, en multipliant et en légitimant les interventions de la puissance publique dans le sens de la préservation des biens communs, qui limite l'exercice du droit de propriété, mais aussi des libertés individuelles, la liberté d'entreprendre ou de contracter. La technique de l'obligation réelle d'intérêt commun, promue par Gilles Martin, pourrait, par exemple, c'est très prospectif, faire grossir les rangs de la catégorie des contrats administratifs, qu'il s'agisse de la convention conclue par le propriétaire avec une collectivité publique ou lorsque une collectivité publique cède l'un de ses éléments du domaine privé à un particulier en assortissant ce contrat de cession d'une telle clause. Est-ce que cette clause ne relèverait pas du régime exorbitant des contrats administratifs, sans être une clause exorbitante puisque la notion n'existe plus? De manière plus fondamentale, les biens communs justifient la mise au point et l'application de règles qui, finalisées dans le sens de la préservation, conduisent à devoir mettre en balance des intérêts particuliers avec l'intérêt à ainsi préserver. Cette balance est nécessaire pour ne pas tomber dans le gouffre liberticide dénoncé dès le départ par Laetitia Tranchant.
Un intérêt qui sera peut-être un intérêt public, qualifié comme tel par le juge, et qui renverra, selon les occurrences qui restent à déterminer, finalement, à l'intérêt général, même si l'intérêt général national a été présenté aujourd'hui, parfois, comme ne pouvant pas suffire, et même si le droit administratif a été vu comme n'étant pas très bon pour prendre en charge les rapports collectifs aux choses. Samuel Delancourt, d'ailleurs, a abondé en quelque sorte dans ce sens au sujet du domaine public. Il n'empêche, l'intérêt général, si difficile à cerner, est souvent ramené à cette formulation simple. L'intérêt général, c'est le bien commun laïcisé. Quoi qu'il en soit de ces dernières digressions, citoyens et autorités publiques, chercheurs et praticiens ont pris conscience de l'existence et de l'importance juridique des biens communs et prennent au sérieux les biens communs. Le savoir et la connaissance du droit notamment, ressources immatérielles, devraient figurer en bonne place sur l'échelle de la communalité, en position privilégiée dans l'inventaire des biens communs. Nul doute que le colloque qui s'achève y a puissamment contribué. Je vous remercie et je vous invite à... Et je vous invite à rejoindre le cocktail.